Bon, je voulais vous poser juste un petit sondage rapide, s'il vous plaît, sur, sur les 10 dernières CIA que vous avez vues. Alors, combien vous avez proposé pour la fermeture percutanée? Alors, les gens qui ont moins de 10%, qui ont proposé moins de 10%. Alors, 20 à 30% qui ont proposé ces CIA pour la fermeture percutanée. Alors, 30-50%, plus de 50%. Donc la majorité, c'est des cas chirurgicaux, c'est ça, si j'ai compris. Donc plus de 50%. Hmm. Bien sûr. D'accord, mais au moins on a un chiffre qui, un malade sur deux, ils partent en chirurgie. Alors, pour les communications interoculaires, ça fait 18 ans qu'on ferme à Casablanca. Alors, c'est, comme Dr Zaimi l'a dit, c'est la cardiopathie congénitale la plus fréquente chez l'adulte. 10% des cardiopathies congénitales de l'enfant. Fréquence féminine, relativement bénigne si elle est traitée correctement et à temps, mais qui peut évoluer, vous l'avez vu, des patients très âgés qui sont pas diagnostiqués, qui évoluent vers la surcharge ventriculaire droite, l'insuffisance cardiaque droite, et parfois carrément vers le syndrome d'Eisenmenger. On en a vu en post-Covid, on en a vu beaucoup d'emboles paradoxales, on en a fait beaucoup pendant la période Covid, et également les problèmes d'arythmie qui surviennent tardivement. Donc, Dr Zaimi a bien précisé que la plus fréquente, c'est les SIA ostium secondum, mais elle représente pratiquement 70% des communications interoculaires et qui, en fait, dans 70% des cas, ils sont l'apanage des fermetures percutanées. Alors, la première fermeture, c'était en 1974, parce que le thème, on m'avait dit les techniques de fermeture de CIA, mais en fait, il n'y a qu'une seule. Ça n'a pas beaucoup évolué depuis 1974. C'est grâce à ces messieurs qui ont fermé la première CIA. Et vous voyez les recommandations, ils sont assez clairs. Alors, ils disent 1B, c'est-à-dire chaîne significative surcharge VD, forme indépendamment des symptômes. C'est une indication pour la fermeture. Les CIA plus embole paradoxale de 1. Chaîne significative avec hypertension artérielle pulmonaire, résistance vasculaire élevée. Résistance vasculaire systémique, moins de 2 tiers des résistances pulmonaires, moins de 2 tiers des résistances systémiques, ou pression pulmonaire, moins de 2 tiers de la pression systolique. Alors, le syndrome d'Eisenmenger, c'est une contre-indication. On peut en parler, hein, mais parfois, les hypertensions artérielles sévères ne sont pas une contre-indication formelle. On fait un test d'occlusion, on verra après, mais ce n'est pas une contre-indication formelle. Alors, le traitement de choix reste la fermeture percutanée. Alors, la technique, elle est assez simple. Vous voyez, c'est une emplade, c'est un parapluie qu'on met de chaque côté, du défect. C'est extrêmement facile. Ça paraît facile, mais c'est ça la technique. C'est-à-dire, on met un disque externe au niveau de l'oreillette gauche, on ramène l'emplate vers le septum, vers le défect, et on déploie le disque interne qui est le disque de l'oreillette droite. Alors, effectivement, l'évolution des fermetures a plus été vers les systèmes, les nouveaux systèmes de fermeture. Il y a les fermetures par excellence, c'est le système Emplatzer qui est l'excellente méthode et l'excellente technique et l'excellente prothèse. Ça, j'ai testé les ELEC, j'ai testé les CardioSeal, on a testé les Starflex. Et je peux vous dire que l'Emplatzer, il est imbattable sur les communications interoculaires. Pour les foramen ovales, oui, ça peut se faire avec les legs, ça peut faire le cardioflex. Il y a un autre type d'emplate qui sont aussi chinoises, qu'on appelle les cardio-oflix, qui sont aussi commercialisées en Europe, qui sont très très bien sur le plan métal de la prothèse, mais ils ont légèrement une certaine rigidité de la gaine. Alors, voilà les prothèses qui sont de Haga, c'est l'Emplatzer, la fameuse Emplatzer. C'est un double disque nitinol en nickel et en titanium, inoxydable. Il y a à l'intérieur un patch en dacron qui permet l'occlusion et l'endothélialisation de la prothèse. L'avantage de cette prothèse, c'est qu'on arrive à la déployer, à l'ouvrir, à la fermer. Donc, elle est autocentrage et elle a une mémoire de forme, c'est-à-dire on peut la récupérer, etc. Il garde toujours une forme, elle a un rappel à la forme.
On peut la retirer, on peut la repositionner. Il y a 27 tailles et vous voyez que la dernière taille, c'est 40 mm. Il y a quelques prothèses qui arrivent jusqu'à 42 mm, pardon, mais le maximum, c'est 40 mètres. Il faut toujours, quand vous faites vos mesures de CIA et quand vous voulez proposer des malades pour la fermeture percutanée, il faut toujours ajouter sur le disque gauche 12 mm quand il s'agit de prothèses de moins de 10, 14 mm pour les prothèses de 11 à 32 et 16 mm pour les grosses prothèses. Et le disque interne, plus de 8 mm, c'est un disque plus interne. Et vous voyez que les gaines de 23 French, maintenant, on est à 6 à 12 French, mais ça ne pose pas parce qu'on est en secteur veineux, donc ça ne pose aucun problème. Alors, l'autre, c'est une prothèse c'est une prothèse en nitinol. Ça, c'est mon collègue, Dr. Professeur Saïdi, qui en travaille beaucoup, mais moins en moins, parce que moi, j'étais un peu réticent. C'est une prothèse qui paraît souple. Elle est moins encombrante en termes de métal. Elle a un système de largage qui est très particulier avec une vis, avec une sorte d'accrochage avec une vis. Ils ont des tailles identiques, mais le problème avec ces emplatzer, ces prothèses, c'est qu'ils perdent leur forme. Quand on essaie de les mettre dans les veines pulmonaires, dans les CIA difficiles, ben, ils perdent cette forme à double disque et ça pose énormément de problèmes. Et donc, pour les grosses CIA, on a arrêté d'utiliser ce genre de prothèses. On les garde uniquement pour les CIA de petite taille qui sont moins généralement de 30. Mais au-delà de 30, on utilise la prothèse AGA. Alors, pour vous mettre dans la situation, c'est toujours la même chose, les mêmes étapes pour une fermeture. Alors, il y a une évaluation pré-procédurale, sélection des patients, le docteur Zaimi, on en a parlé. C'est extrêmement important. Et ça, le cardiologue, il a une part très importante pour l'évaluation, pour proposer les malades intéressants. Il y a la procédure, il y a l'évaluation post-procédurale immédiate, il y a le suivi, il y a les complications. Alors, les indications classiques, bien entendu, c'est les CIA au secondaire, on est tous d'accord. Il faut qu'il soit isolé. S'il y a d'autres malformations, c'est plutôt l'apanage de la chirurgie. Le maximum de taille, c'est maximum de diamètre, c'est 40 mm. Il y a certains qui vont jusqu'à 42 mm. Mais ça, c'est des prouesses techniques qui marchent, c'est certain. Mais nous, le maximum, c'est 40 mm. On ne peut pas dépasser. Il faut que le diamètre maximal, plus les 14 mm du disque externe, ne dépasse pas et soit inférieur à la hauteur du septum. C'est-à-dire, si vous avez une hauteur, par exemple, du septum à 40 mm et la CIA il est à 30 mm, vous ajoutez 14, ça vous fait 44. Donc, ça dépasse la hauteur du septum interoculaire. Donc, la prothèse, automatiquement, elle ne pourra pas un peu se fixer sur les septums. Il faut que les rebords soient suffisants. Il faut au moins que ça soit 5 mm. Le rebord rétro-aortique, on s'en fout parce que la prothèse, elle est en pince sur l'aorte, donc on n'a pas besoin de ce rebord sur le versant rétro-aortique. Il faut que le septum soit solide, il ne faut pas que ça soit très floppy. Et il faut que le poids, il faut que ça soit fait chez les enfants à l'âge préscolaire. Mais je vous avoue qu'on fait de plus en plus de fermetures chez les enfants. Ça, c'est pour les épargner un peu de la chirurgie conventionnelle parce que parfois, il y a beaucoup d'enfants qu'on essaie d'opérer et qu'on essaie de les récupérer pour au moins fermer percutanée et de leur éviter un peu la chirurgie à cœur ouvert. Alors, l'évaluation pré-procédurale, l'examen clinique, il ne faut pas qu'il ait de cyano, ça c'est très important. Ça, c'est des signes cliniques classiques de la CIA. Ça, c'est un ECG classique d'une surcharge volumétrique du ventricule droit, HVD, radio classique, bouton, etc., cardiomyogalie au dépend des cavités droites. Alors, maintenant, c'est l'évaluation pré-procédurale. Donc, c'est l'échographie standard. Alors, la confirmation diagnostique, la taille et la compatibilité avec la fermeture. Donc, il faut absolument étudier les rebords et la hauteur du septum. Éliminer les autres malformations, ça c'est l'apanage de la chirurgie, et rechercher surtout une sténose pulmonaire. En principe, chez les enfants, le TT elle est largement suffisante pour faire le diagnostic et pour poser l'indication de la fermeture percutanée. Alors, l'échographie transthoracique suffisante pour les enfants avec une bonne échogénicité. Les coupes ils sont standards. Et je vais vous montrer un schéma où c'est très facile de le remplir pour poser l'indication. En sous-costal, c'est le rebord inférieur et supérieur. 4 cavités, c'est le rebord
auriculo-ventriculaire et postérieur, qui est très important. Et en plus, on mesure la hauteur du septum. Parasternal, c'est les rebords rétro-aortiques et le postérieur. Donc, à la fin, vous aurez un schéma comme ça à remplir. C'est-à-dire, vous aurez les rebords de la CIA à préciser. Ça, c'est le rebord rétro-aortique. On a dit que c'est pas très important pour la fermeture de CIA. Ce qui est très important, c'est la paroi postérieure et la veine cave. C'est extrêmement important. Si vous mettez chez schéma et vous mettez un peu le pourtour des CIA, ça facilite un peu l'indication. Si vous utilisez ce schéma, il est extrêmement facile. Mais ce qui est important, c'est ça et ça. Veine cave inférieure et la paroi postérieure. Alors, pour l'évaluation pré-procédurale, nous, la majorité des cas chez les adultes, on utilise les deux techniques, l'échographie transthoracique et transœsophagienne. Avec Dr Saidi, on est deux formés en échocardiographie, donc ça nous facilite la tâche. Donc, on l'utilise chez les adultes et les adolescents. Les coupes standards, c'est toujours chercher les berges, c'est toujours la même chose. Différents incidents, je vous apprends rien du tout, vous êtes mieux que moi pour l'échographie transœsophagienne, mais il faut prendre son temps. Et l'avantage, c'est qu'on le fait sous sédation, malade intubé ventilé, et ça nous permet d'étudier tranquillement les rebords, le diamètre de la CIA. Alors, l'évaluation, quand vous adressez un malade, il est important d'avoir le consentement. Pourquoi? Parce que le risque, c'est quoi? Le risque le plus important, c'est que le malade, après une procédure de fermeture percutanée, il se réveille en salle de bloc opératoire en CEC. Donc, il faut avoir un consentement éclairé. Il faut expliquer le déroulement de la procédure, les complications liées à l'anesthésie, aux abords, les risques de thrombose, troubles du rythme, les perforations, l'embolisation prothétique et l'œdème pulmonaire. Il faut toujours avoir un bilan préopératoire complet. Mais il faut toujours préciser au patient qu'il peut se réveiller en salle de chirurgie cardiaque en CEC. On essaie de récupérer dans les emboles par le lasso, mais parfois ça ne marche pas. Alors, la technique, elle se fait chez les enfants. On peut le faire sous local, sous sédation, avec une échographie intracardiaque. Si on a des petites CIA de 20 mm, 22 mm, des enfants de plus de 15 kg. Mais en général, on utilise le TO quand il s'agit d'un poids de plus de 20 kg. On couple toujours l'échographie transthoracique et transœsophagienne. Ça, on a pris l'habitude de le faire en même temps. Alors, l'abord veineux, c'est toujours fémoral. On utilise un deuxième abord parfois pour faire des tests d'occlusion. Quand on soupçonne que l'hypertension artérielle est assez importante et qu'il ne faut pas fermer le septum, on fait un test d'occlusion pour vérifier la réversibilité des résistances pulmonaires. S'ils ne sont pas réversibles, on annule la procédure et le malade il est plutôt sujet au traitement médical. Alors, je vais vous expliquer un peu ça, les techniques modifiées et l'échographie intracardiaque. Dr Zaimi en a parlé. On n'en fait pas, on n'est pas intéressé du tout, pour la simple raison que c'est un abord artériel. On en a fait il y a 18 ans, on a essayé avec la Siemens, mais c'est un abord artériel et ça complique un peu le risque de thrombose artérielle et veineuse. Donc il y a très peu d'équipes qui utilisent l'échographie endocardiaque dans les procédures de CIA. Alors voilà, sinon on fait un abord artériel pour mesurer les saturations, etc., pour faire les angiographies parfois, exceptionnellement. Alors on met de l'héparine automatiquement parce qu'il y a un risque embolique et un risque de thrombose extrêmement important. On étudie l'hémodynamique, on étudie les QPQS, les saturations. Alors l'imagerie, c'est le TT, elle est simple, peu coûteuse. L'imagerie suboptimale chez l'adulte. Et après déploiement de la prothèse, c'est extrêmement important de l'avoir en sous-costal. Et le TO, nous utilisons à chaque fois le TO. C'est un examen qui est très facile, une haute résolution et qui permet d'étudier la totalité du défect. Voilà, l'échographie intracardiaque, c'est juste pour en parler. L'écho 3D, la même chose. Très peu l'utilisent. Pour les CIA fenestrés, c'est pendant la procédure. On met le ballon et on découvre qu'on est passé par une autre CIA que celle qui est la plus importante. Parfois, ça nous arrive. On a des diamètres à 24. Quand on passe avec un ballon, on trouve des diamètres à 10, à 12. Ça, on sait qu'il y a 2 CIA ou 3 CIA. Et donc là, on complète l'exploration par le thème. Alors,
étape importante, vous mettez votre diamètre sur l'échographie transthoracique. Mais nous avons une méthode qui est extrêmement importante, c'est le sizing de la CIA pendant la procédure. Le sizing, on le fait par ETT, ETO. Le plus utilisé qu'on utilise, nous, c'est le ballon. C'est un ballon qu'on gonfle à 40 mm au niveau de l'oreillette gauche et on le retire au niveau du septum jusqu'à ce qu'il soit bloqué au niveau du septum, au niveau du défect. Le sursaut, c'est-à-dire, c'est le diamètre maximal du défect. Et il y a une autre technique, c'est le ballon. On l'utilise beaucoup moins parce que le problème de l'état, ça c'est en rayon, ça c'est des mesures prises en échographie. Par contre, ça c'est des mesures prises en rayon. Il faut que l'appareil soit étalonné, l'appareil radiologique soit étalonné. Alors voilà, par exemple, ça c'est en ETO, ça c'est le ballon. Voilà, qu'on retire au niveau du défect, on le bloque. Et après, c'est très facile, on fait notre mesure. Voilà, par exemple, ici c'est 29 mm. Et on prend le même ballon, une fois sorti du patient, on le mesure avec une réglette pour confronter les différents diamètres. Et c'est une étape extrêmement importante parce que vous imaginez un ballon qui est gonflé à 40 mm et qui passe facilement à travers un défect, c'est qu'elle n'est pas du tout fermée. Normalement, elle est chirurgicale. On ne peut pas la fermer par Emplazer. Alors, comment choisir maintenant, c'est extrêmement important pour nous, opérateurs, c'est le choix de la taille de l'emplazer. C'est capital dans la procédure. Il y a une règle, on dit que les mesures ETT, ETO ou l'écho intracardiaque, on ajoute 25% du diamètre maximal pour donner la taille de la prothèse. C'est juste didactique, mais ça ne passe jamais comme ça. Ou sinon, la taille du ballon plus calibration, plus ou moins 2 mm de la taille de prothèse. C'est-à-dire, si vous avez un ballon à 26, vous allez choisir une prothèse à 28 mm. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération, l'épaisseur du septum, la position de la CIA et les cavités droites. Donc le matériel, il est extrêmement facile. C'est une gaine avec une valve. Il faut toujours essayer de purger et de mettre l'héparine parce que le risque important, c'est les embolies gazeuses et les thromboses. Alors, très facile, on met un catéguide dans les veines pulmonaires. Voilà, donc on bloque un guide de Boston sur la veine pulmonaire. On remonte notre guiding à travers l'oreillette droite, l'oreillette gauche. On le remonte vers la veine cave, vers la veine pulmonaire. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'on est au niveau de l'oreillette gauche et la prothèse, on l'a fait progresser. Vous voyez, sous contrôle de l'ETO, on déploie le disque externe, toujours sous contrôle de l'ETO qui permet de nous positionner. Si on est bien aligné avec le septum, on commence à tirer la prothèse vers le bas pour bloquer le disque externe contre le défect. Vous allez voir, voilà, on le tire ici. Ça, c'est contre l'écho. Voilà, quand on est bloqué et qu'il n'y a plus de shunt au niveau du défect, on commence à ouvrir le disque interne. Et voilà, ça va venir. Voilà, toujours sous contrôle de l'ETO. Voilà, ça c'est le disque externe. Il faut toujours tirer. Voilà, et là, on déploie le disque interne. Et on prend le défect en sandwich. Voilà, voilà le disque externe. Le disque interne, il est toujours relié avec le câble. Une fois qu'on contrôle l'ETO, une fois qu'on contrôle par ETOgraphie que l'emplate elle est bien accrochée au pourtour du défect de la CIA, là, on fait ce qu'on appelle une manœuvre de Minnesota, c'est-à-dire on bouge un peu la prothèse pour voir si elle est bien accrochée au septum, et après on largue la prothèse. Donc là, elle est complètement libre, elle est en position, et on contrôle après par ETO et par écho pour voir le positionnement. Vous voyez ici, donc le défect, il est complètement fermé par l'emplazer. Donc l'échographie avant largage, elle est extrêmement importante. C'est une décision qui est extrêmement importante. Si vous pouvez conclure. D'accord. Alors voilà, donc les deux, on vérifie que le disque soit switché, que l'absence de shunt, l'absence d'obstruction et qu'il n'y a pas de thrombose.
Alors, il y a des limites, c'est-à-dire que parfois on n'arrive pas à déployer le disque externe, on n'arrive pas à aligner la prothèse. Et là, il y a des techniques qui sont modifiées, comme ici. On utilise un ballon pour bloquer un peu l'emplatzer au niveau du septum haut, parce que parfois il a tendance à descendre. Nous, on a une autre technique, on est en train de préparer le papier, c'est-à-dire qu'on met un lasso ici avec une gaine et on pousse un peu le disque externe vers le haut pour la maintenir sur l'oreillette gauche avant de déployer le disque interne. Il y a d'autres qui utilisent des gaines pour stabiliser le disque externe parce que parfois il a tendance à baisser. Après, la procédure, c'est l'extubation. Il faut éviter la toux. C'est très important. Les complications, c'est surtout l'embolisation. On en a vu sur les 15 ans 2 fois d'embolisation. Les déformations de la prothèse, ça c'est l'apanage de la deuxième prothèse. Les troubles du rythme, ils sont généralement réversibles rapidement en fin de procédure. L'embolisation, ils représentent, vous voyez qu'ils ne sont même pas de 0,5% dans toutes les séries. Donc, ils sont extrêmement rares. Si le choix de la CIA et de la prothèse est bonne, généralement, on a très peu de risques d'avoir cette complication. Donc, les érosions aussi, c'est extrêmement rare, 0,1%. J'en ai jamais vu. Donc, il faut mettre l'aspirine 6 mois. Il faut contrôler pratiquement pendant l'année, 6 mois à 1 an. Dernière chose, c'est les sinus venosus. Il faut savoir qu'il y a des équipes qui ferment les sinus venosus, c'est-à-dire qu'ils mettent une prothèse au niveau de la veine cave jusqu'au sinus venosus en épargnant les veines pulmonaires. Donc, ça se fait par une imagerie combinée, IRM, radiologie, etc. Et voilà, donc c'est les dernières, voilà. Donc, c'est ce qui est nouveau, c'est la fermeture des sinus venosus. Et je vous remercie.